Signia Résidence, vous êtes confortablement installé pour regarder Si on parlait. Bienvenue à tous, très heureuse de passer ce moment avec vous, toujours aussi fidèles. On vous remercie 1000 fois encore et regardez ce plateau, que des talents brillants qui font briller le territoire comme associés sur M6 pour stimuler les envies et les initiatives. Pourquoi faire quand on peut faire soi-même? C'est l'idée toute simple d'une entreprise qui change le monde avec vos petites mains qui font grandir l'artisanat. Et la planète hockey est encore plus grande qu'on ne le pensait, plus de frontières, pas de limites. La grande fête du roller hockey s'annonce déjà pleine de surprises. Avec des stars de NHL comme des joueurs de 3e division régionale sur un même terrain, une patinoire déglacée pour l'occasion de la Yetis Cup. Le chef d'orchestre, c'est lui, c'est Jean-Sébastien Thomas. Bienvenue. Merci. Tout va bien? Mais tout va bien. Merci. Tout se prépare. Merci encore. pour l'invitation. Effectivement, tout se prépare. Avec grand plaisir et tout se prépare avec Thomas qui est assis derrière vous. Thomas, c'est juste le bénévole en chef, on va dire, de ce grand événement. La Yetis Cup de roller hockey, un club d'élite d'ailleurs ici à Grenoble. Et on est très fiers de vous avoir ici et de soutenir cet événement. D'une paire de chaussons pour l'arrivée du petit dernier à la construction du mur de sa chambre. Le bois, la broderie, la chaux ou la déco, tout est entre vos mains pourvu de savoir-faire. Et eux se chargent du faire savoir. Agathe et Guylain, bienvenue. Merci. Agathe Josse et Guylain de Saint-Léger, vous avez créé Fabricable en 2022, une entreprise qui veut mobiliser les cerveaux pour refaire marcher les mains. Vous avez une pression ici devant vous, car celui qui est assis en face de vous voit l'avenir en quelques secondes. Il analyse, il anticipe et il s'engage parfois pour faire prospérer les entreprises en plus des siennes, tout en inspirant les futurs créateurs d'entreprises assis devant l'émission. Pourquoi pas? Qui veut être mon associé? Vous faites partie du casting. Jean-Michel Caram, bienvenue. Merci de l'invitation. Mais on est très heureux vraiment de vous accueillir. On va mesurer évidemment chacun de nos mots, notre posture également, même si vous n'êtes pas là pour nous juger, je l'espère. Alors d'abord, Jean, votre carte de visite. Vous êtes entrepreneur. Vous êtes ingénieur, vous êtes inventeur, homme d'affaires grenoblois. Vous avez fondé notamment Memscap. C'est ça, Memscap. Qui fournit des capteurs pour l'aéronautique et le médical. Des capteurs de pression, c'est ça, et de très haute précision. Et puis, le groupe IEVA, basé sur l'innovation technologique personnalisée en matière de cosmétiques, santé et environnement. Sur votre carte de visite, c'est entrepreneur du beau et du bien. C'est exact. C'est ce que la presse m'a appelé une fois, et c'était un titre que j'aime bien parce que j'agis dans la beauty tech d'ordre général, et puis je me définis comme un soldat du bien, d'ordre général. Un soldat du bien. Vous êtes né au Liban. Vous êtes venu en France en 1990, d'abord à Paris. Oui. Puis vous êtes venu ici à Grenoble. Vous avez obtenu un doctorat en microélectronique. Votre histoire d'entrepreneuriat, elle part de votre histoire personnelle? Toute histoire d'entrepreneuriat a des racines personnelles. Hein. Mon arrivée au labo, j'ai été dans un labo au CNRS qui est associé à l'INPG, qui était dirigé par un homme hors du commun qui s'appelle Bernard Courtois, qui a détecté en moi quelque chose qu'on ne peut pas m'arracher, qui est la liberté. Moi, je me suis battu dans ma vie pour 2 valeurs principales, la liberté et la justice. La liberté, c'est quelque chose que j'étais prêt à donner ma vie pour. Et je l'ai toujours dit. Hein, dans l'émission, on dit, dans mon profil, ils disent, moi je dis, si on demande aux gens de choisir entre le bonheur et la liberté, ils choisiront le bonheur. Moi, je choisis la liberté. Et donc, Bernard a détecté ça et il m'a laissé libre. Ce qui a fait que j'ai pris mon envol et j'ai développé un groupe de recherche qui était extraordinaire dans le labo et qui était mon tremplin pour partir. Alors, quand je suis parti, je n'ai pas essaimé, comme on fait en prenant une techno, etc. Je suis parti avec mon cerveau et mes relations, mais mon cerveau a été formé dans ce labo
et mes relations aussi. Et avant de former votre cerveau, d'ailleurs, les jambes vous ont beaucoup aidé. C'est le basket aussi qui vous a permis de mettre un pied à terre et de commencer cette nouvelle vie ici en France, à Paris. Oui, en fait, en arrivant en France, le basket m'a permis de générer un peu d'argent au début, en plus à mon frère qui m'avait aidé un peu au début. Donc, mais c'est vrai que dans tout mon entrepreneuriat, il y a 2 écoles pour moi. La guerre, qui est une des meilleures écoles. Le problème, c'est qu'elle tue parfois ses élèves. J'ai pu ne pas mourir en passant dans cette formation. Et le deuxième, c'est le basket qui m'a, de haut niveau, qui m'a appris les valeurs du travail, le jeu en équipe, la résilience, toutes ces choses-là. L'objectif, bien sûr, on dit ça en présence d'un club de haut niveau, mais c'est vrai que la plus-value des athlètes, des sportifs en général, et en plus des athlètes de haut niveau, est immense dans une entreprise et en plus dans l'entrepreneuriat. Alors j'imagine que rejoindre le jury des investisseurs de l'émission Qui veut être mon associé, quand on connaît votre parcours, quand on imagine votre vie, c'est aussi un gage. Rejoindre cette émission. Alors il y avait une deuxième chose qu'il faut admettre, c'est que avant j'étais connu dans mes milieux, donc j'étais connu dans la finance, dans la tech, dans la beauté, mais pas dans la rue. Et là, c'est foutu. Voilà, là, on vous reconnaît tout le temps, que ce soit à Paris, à Grenoble. Donc la télé a encore beaucoup d'impact. Oui, elle est très très puissante. La puissance, elle est même incroyable et on peut la mesurer sur les réseaux sociaux. Il y a ma community manager, il y a 6 semaines, Meral, elle me dit je vais ouvrir TikTok. Je lui ai dit, ah non, TikTok. Enfin, elle m'a dit, si, laisse-moi faire. Oui. Donc, elle lance TikTok en vraiment même pas 6 semaines, 5 semaines. Et j'ai 105 000 followers. Donc, ça prouve que la télé reste quand même un média très puissant. Bien sûr, et authentique. Ça, et absolument. Bien le dire. C'est un repère. Bravo. C'est quelque chose qui est important, l'authenticité, la sincérité, surtout dans le monde de l'IA aujourd'hui, où sur les réseaux sociaux, on peut me montrer en train de dire des choses que j'ai jamais dit. Sur l'écran télé, c'est un peu plus compliqué. Écoutez, je vous laisserai rencontrer les chefs de notre entreprise, d'ailleurs, juste après, puisque vous avez un discours qui nous plaît bien. Alors, les domaines, ici, sont très variés. Vous avez des personnes qui se lancent dans un projet de... Alors, les cosmétiques, c'est souvent le cas aussi, les rapports à la beauté, à l'esthétique, souvent la santé aussi également, l'environnement. Il faut quand même avoir une vision très étendue pour y voir clair dans cette émission. Oui, je pense... Faire les bons choix. Je pense qu'il y a plusieurs éléments. Le premier élément, c'est de dire que prenez le point commun entre tous les gens qui ont réussi, c'est des gens qui lisent beaucoup. Donc, moi, je lis 4 livres par ce qu'ils présentent. Donc, et on découvre la boîte et quand les entrepreneurs arrivent. Donc, on a 1 heure réellement avec eux. On voit à la télé 15 à 20 minutes. Et en fait, donc, vous ne pouvez pas investir comme investissent un capital risque, qui a des équipes qui vont faire des études avant, etc. Donc, vous devez choisir des critères. Alors, chacun pose des questions comme il le sent. Des collègues qui posent des questions sur les marges, sur les business plans, etc. Évidemment, j'ai des oreilles, j'écoute et je les remercie pour les questions. Mais moi, mes questions sont toujours sur 2 axes. Le premier axe, c'est qui sont ces entrepreneurs? Est-ce que c'est des vrais entrepreneurs? Un entrepreneur, c'est quelqu'un certes, qui est libre, mais c'est quelqu'un qui doit travailler beaucoup. C'est un prérequisitiste, sinon il n'a même pas la peine de venir. C'est quelqu'un qui est résilient, et c'est surtout un élément très important pour moi. Donc moi, je regarde sa résilience, je le secoue un tout petit peu pour voir s'il tient debout. Et si c'est le cas, en fait, je regarde s'il est sympa, parce que j'ai 55 ans, je n'ai pas trop envie de m'emmerder, très clairement. Donc, une fois que j'ai validé cette personne, après, je vais voir quel est l'impact que je peux faire sur lui avec mon écosystème. Ça veut dire, si je vais lui donner 200 000 € et c'est tout, il y a plein de gens qui peuvent lui donner 200 000 €. Mais moi, je viens avec mes 200 000 €, mon écosystème vient avec. Et si mon écosystème peut accélérer son développement, c'est là où je vais aller sur un cas où on a parlé de mécènes, etc. C'est pas un mécène, mais c'est des causes. Ça veut dire que... Comme celle-ci, par exemple, aussi, il y a des... Ça, c'est une application tiers. Pour les... Voilà. Tiers, Eva. Eva, en fait, c'est une femme qui a énormément de force parce qu'elle a vécu elle-même ce qu'elle a fait. Et elle a
fait une application pour les femmes battues qui joue comme... D'ailleurs, ça se voit. On vous voit, non pas forcément avec des remords, mais une certaine gêne. En fait, c'est très très dur. Dans cette émission, avant d'y aller, j'ai fait un peu de check sur les saisons d'avant, combien ils investissent par saison. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était à peu près autour du million. Donc, je me suis dit, bon, ok, c'est 1 million, voilà. Et j'y vais là-bas. Et le budget du... Non, on n'est pas encore dans les... À peu de choses près. À 1,. Et donc vous voyez, c'est ce que je veux pas qu'à la télé paraisse. Donc, en fait, après, quand on est là-bas, au premier coup, on dit, bon, j'ai mis 200, il reste 4 beaux dossiers. Et en fait, on est pris par ces entrepreneurs qui sont extraordinaires. On se voit en eux. D'ailleurs, il y a 20 ans, j'étais dans leurs chaussures. Donc, après, on n'arrive plus à s'arrêter. On oublie combien on a dit. On dit, bon, si ça me plaît, j'y vais, peu importe ce qui se passe. Et donc, on est comment on dit, on est embarqué par cette aventure de cette manière-là. Alors, il y a des fois où je reste quand même, je peux pas aller dire oui à tout le monde, quoi. C'est pas possible. Je reste quand même professionnel. C'est pas un mécénat, c'est de l'entrepreneuriat. Déjà, parfois, quand vous dites non à quelqu'un, vous lui rendez service. C'est pas toujours le oui qui rend service. Hein. Et c'est vrai qu'il y a eu Marie. Avec le rouge à lèvres, la maison M, le rouge à lèvres personnalisable, et il y a eu le cas de le spray Substance of Light, qui est le spray pour anti-solaire, pour qui ils espéraient que ce soit moi qui dis oui, et il n'y a pas eu le oui, mais après, il y a Marie qui a eu la force, toutes les deux, ils ont eu la force de demander le mentorat sans argent. Et franchement, je pense que je les ai aidés plus que les boîtes dans lesquelles j'ai investi depuis qu'elles sont sorties. Il y a d'autres relations, on peut garder contact, on peut aussi faire valoir un réseau. Oui, Marie, franchement, je l'ai rentrée aux Galeries Lafayette, je l'ai rentrée dans tous mes boutiques, enfin dans l'atelier du sourcil, je l'ai rentrée dans pas mal de choses. Je pense que l'apport est beaucoup plus que les 100 000 qu'elle a demandé. Hein. C'est plus qu'un coup de main. Mais c'est vrai qu'attention à vous entendre, on parle de millions, il y a énormément de travail en amont, bien sûr, et puis il y a finalement toute cette logique qui suit. On n'a pas tout en un claquement de doigts. C'est aussi ça qu'il faut faire. En fait, ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, l'entrepreneuriat, comme je l'ai dit, les entrepreneurs sont les DJ il y a quelque temps. Tout le monde rêve d'être entrepreneur, c'est bien. On a réussi quelque chose en France en stimulant tout ça, et je pense que VEMA, on est pour quelque chose. Mais ce qu'il faut savoir, c'est la vie d'un entrepreneur. D'abord, c'est pas un boulot. C'est un mode de vie. C'est-à-dire un entrepreneur, quand il rentre chez lui, il continue à travailler. La nuit, sa tête tourne. Il va en vacances et il regarde son téléphone tous les 2 minutes. Donc, c'est un mode de vie. C'est beaucoup de travail. C'est du réseau pour réussir. D'ailleurs, avec nous, ils cherchent pas seulement l'argent, ils cherchent les réseaux, ils cherchent tout ce qui leur manque, en fait. Oui, et nous, il y a quelque chose qu'on aime beaucoup. C'est ça, écoutez. Voilà, Rhône-Alpes, c'est les meilleurs. Et puis cette ouverture, l'international, bien sûr. Oui, Naali, c'est un dossier magnifique. Franchement, pour moi, c'est la meilleure société de la saison. Et je pense celle qui réussira le plus. Et je dirais même de tout VEMA. Ah ouais. Donc déjà, on était très fiers de vous voir ici avec Jean-Michel Aulas. Et encore une fois... Qui est devenu mon associé. C'est l'image du territoire qui en ressort grandi avec des discours, avec des réussites aussi. Pardon, si ce mot vous plaît pas, on va dire le début de la réussite, d'accord? Il faut toujours avoir des perspectives, bien sûr. Bon, en tout cas, ce qu'on aime dans cette émission aussi, c'est les surprises, puisqu'on parlait à ciel ouvert aussi, on a vu ça. Et c'est vrai qui vous plaisent, soit le projet, le business plan ou l'humain. Comment ça se passe une fois que les caméras sont éteintes, la gestion, l'accompagnement du projet, en fait? En fait, dans un cycle d'investissement traditionnel, on rencontre un investisseur, on obtient de lui d'abord une term sheet qui définit les termes. La term sheet, c'est l'équivalent de quand on dit dans l'émission « j'y vais ». Je vais vous donner 200 000 pour X%. Voilà, ça c'est la term sheet. Et à partir de là, dans la vie normale et dans VEMA, commence la phase qu'on appelle la due diligence. Donc ça veut dire on va rentrer, on vérifier tout ce qu'il nous a raconté. Premièrement, est-ce qu'il nous a dit qu'il fait 5 millions, il fait 10 000 donc voilà, on vérifie tout ça, on vérifie le côté structurel de la boîte, etc. Donc le premier objectif, c'est ça. Et à partir de là,
si ça c'est bon, eh ben, ça aboutit à l'investissement, donc ce qu'on appelle le closing. Donc nous, on apporte l'argent et on a en face les titres, les actions, et on devient actionnaire. Et à partir de là, nous sommes des business angels. Donc le mot business angel, les gens, ils oublient que dans le mot business angel, il y a le mot angel. Hein. On est des anges, normalement, d'affaires. On doit être auprès de... Moi, personnellement, quand je rentre dans une affaire, je ne souhaite pas changer l'âme de l'entreprise. Donc pour moi, l'âme de l'entreprise, c'est l'entrepreneur lui-même, et ça doit rester. Et je viens quand il a besoin de moi. Je ne viens pas avec mes gros sabots, etc. Mais il a besoin d'aller ouvrir un compte, etc., que je connais le PDG. Je lui passe un coup de fil. Je lui dis, écoute, est-ce que tu ne veux pas le recevoir demain, machin, tatata, j'ai des billes dedans. Il va le recevoir. Et s'il veut lever plus de fonds après, ben, j'appelle mes investisseurs. Je dis, ben, j'ai les meilleures affaires du siècle. Il faut que vous les voyez, etc., etc. On les aide sur leurs problématiques. On n'est pas impliqué dans la gestion. D'accord. On est autour d'eux et on leur apporte notre soutien. S'ils ont besoin sur la stratégie, on rentre beaucoup. Ça veut dire on les évite de faire beaucoup d'erreurs. On a parlé de Substance of Light. Je ne suis pas rentré dedans, je l'ai mentorée. Elle est venue me voir, j'ai mis mes équipes en face. Elle était en train de développer tout ses produits, etc. On lui a fait éviter plein de bêtises que j'ai fait dans le temps, en fait. D'accord. Le truc, c'est qu'il y a des choses, nous, on a appris en faisant les erreurs. Et l'idée d'un business angel, c'est vous faire éviter des erreurs que sinon, vous allez passer à la machine. Hein. Donc, voilà. Eh bien, c'est effectivement très, très enrichissant. Et ce qui se passe après une émission, c'est les échanges pour les produits. Vous me direz, parce que vous avez dit que vous aviez 55 ans. Non, j'ai pas dit ça. Sinon, vous moi, j'ai 55 ans. Voilà, vous l'avez dit. Non, non, pas moi. Non, pas encore heureux. Mais n'empêche, regardez bien. Sinon, il faut me dire c'est quoi vous utilisez. Je sens que vous n'allez pas me reconnaître à la rentrée. Hein, d'accord, on garde contact. Mais vous allez voir les produits que je vais vous offrir. Merci, c'est ça l'entrepreneuriat, justement. C'est universel. Merci encore, vraiment, Merci, de nous avoir fait partager cette expertise. Et puis, on va regarder peut-être cette émission avec un autre regard. Voilà, désormais, ça va, vous êtes prêts? C'est à vous, c'est à vous. La musique, elle est un petit peu basse. Et oui, car Fabricable, c'est une initiative qui est née en 2022. C'est une entreprise que vous avez créée de vos mains? Oui, tout à fait. Main, cerveau, on a tout mis à contribution. Donc, je vous rassure, vous n'êtes pas ici en train de passer un examen. Hein. Ici, on est en toute amitié, en train de participer à une émission qui valorise vraiment les talents du territoire et qui se bouge aussi pour faire bouger les choses. Et vous aviez... Mais quand même, hein, sait-on jamais. Ici, on a compris que tout est bon pour faire naître un peu des synergies. Mais cette idée... Alors, on sait que qui veut être mon... Qui sera mon... Qui veut être mon associé? La première saison, c'était en 2020. On sait qu'en 2020, pendant le confinement, beaucoup se sont tournés finalement vers l'entrepreneuriat. On fait des choix. Est-ce que ça avait été votre cas aussi? Nous, personnellement, ça fait une dizaine d'années que maintenant une quinzaine depuis qu'on a créé Fabricable, mais que je rêve de monter ma boîte. Donc, toutes mes expériences professionnelles, je les ai tournées pour acquérir les compétences qui me servent aujourd'hui et qui nous servent aujourd'hui. Mais donc, comme tout, j'imagine, futur entrepreneur, j'avais une liste sur mon téléphone avec un certain nombre d'idées qui me passionnaient, qui me donnaient envie, et un certain nombre de problématiques que les gens se posaient et qu'on pouvait répondre. Mais le déclic, il est vraiment apparu pendant ma traversée de l'Amérique du Sud à vélo, que j'ai fait en 2019, 2020, et puis il y a eu le Covid. Mais pendant ce voyage, j'ai eu... un certain nombre de problèmes, alors beaucoup de techniques sur le vélo et toutes sortes de choses. On est passé, le vélo permet effectivement de rencontrer des personnes qu'on ne rencontre pas en bus ou avec d'autres moyens de transport. On se fond vraiment dans la masse et au fur et à mesure du voyage, on a eu beaucoup de problèmes et les locaux nous ont permis d'avancer, de continuer et ils nous ont transmis une partie de leur débrouillardise, parce qu'en fait, ces personnes-là, elles font pratiquement tout elles-mêmes, elles fabriquent leur maison en terre, elles cultivent, elles construisent tout un tas de choses pour elles, parce que malheureusement, c'est un manque de moyens, mais en tout cas, elles ont développé une débrouillardise très, très particulière. Et nous, on a eu la chance d'en bénéficier. Je suis parti avec mon frère, et je me suis demandé pendant le voyage comment on pouvait
réussir aussi à déployer cette manière de penser en France, cette autonomie, cette recherche d'autonomie, et reprendre conscience qu'avec les mains, on peut faire énormément de choses. Et surtout que ça vous était arrivé, vous avez dû réparer votre vélo tout seul. Oui, effectivement. Vous saviez faire auparavant. On s'était à peu près préparé, mais c'est vrai qu'il y a eu un moment pendant le voyage où j'ai eu un gros problème, où j'étais au milieu de la cordillère, j'étais dans les 3500 mètres d'altitude et vraiment au milieu de nulle part, et là, je pouvais rien faire, donc... j'ai eu la chance de me faire transporter, je vous épargne tous les détails, mais j'ai eu la chance de me faire transporter jusqu'à un village où vraiment un petit peu perdu au milieu de nulle part, et il était 21h, il faisait froid, il pleuvait, et là je me suis demandé comment j'allais faire. En fait, soit je continuais effectivement à faire du stop en permanence, et avec la possibilité d'avoir personne, parce que ça m'était déjà arrivé de rester 3 heures à attendre une voiture quand j'avais été malade un autre moment, mais c'est une autre histoire. Dernier voyage, parce que Ouais. c'est vrai que exactement ça. C'est clair qu'il se passe beaucoup de choses. Système D. Et effectivement, ce soir-là, j'ai un habitant qui est passé devant moi, qui a vu mon vélo, l'état de mon vélo. En fait, ça peut paraître tout bête avec le recul, mais finalement, en fait, mon pneu s'était déchiré sur une quinzaine de centimètres. Ma chambre à air sortait du pneu, et en fait, à chaque fois que je roulais, ça l'appuyait un petit peu plus, puis à un moment, elle a éclaté. Le problème, c'est que j'avais pas de pneu. J'avais, à la limite, il me restait une chambre à air, mais je voyais pas comment réparer un pneu en caoutchouc éventré de cette manière-là. Donc, cette personne, elle m'a vu, on n'a pas parlé, elle a vu l'état de mon vélo, puis elle est partie, elle est revenue 10 minutes après avec une scie, un pneu de VTT en caoutchouc qui était pas en très très bon état. Mais il savait faire, et on a démonté le pneu, et en fait il a découpé une partie, on l'a limé, on l'a mis en fait entre ma nouvelle chambre à air et mon pneu, ça a permis de colmater. Enfin bref, c'était très ingénieux, et après j'ai eu le temps de cogiter pendant le voyage, je me suis dit mais... Il faut qu'on propage ça, il y a beaucoup de choses à faire. C'est ça. Alors finalement, ça veut dire que c'était un projet pour responsabiliser, c'est plus un projet de société que vous avez d'ensemble. C'est-à-dire, vous pouvez au pire prendre un manuel, c'est écrit dedans, plutôt que de faire par quelqu'un. Ou est-ce que c'était véritablement l'envie de rendre service qui vous a motivé, Agathe ? C'est plutôt un projet de société, parce qu'en parallèle, du coup, il y avait le Covid, où on a bien vu que quand tout le monde était enfermé chez soi, il y avait quand même cette envie tout le monde s'est mis à faire son pain, à faire son potager, il y avait cette envie de reprendre... récupérer les épluchures pour en faire un truc. Voilà, en fait, il y avait cette envie de reprendre du lien, en fait, avec ses mains. On est aussi dans une société où on utilise beaucoup le cerveau, et des fois, c'est bien aussi de le déconnecter un petit peu pour refaire des choses. Et puis... certaines choses. Surtout. Voilà. Et puis, il y avait aussi ce constat on fabrique beaucoup, on jette beaucoup, et c'était l'envie de revenir peut-être alors sans dire de revenir en arrière, mais quand j'en parlais avec ma grand-mère, elle dit toujours, mais nous, apprendre à réparer nos vêtements, c'est quelque chose qu'on a toujours fait. Et en fait, c'est aussi revenir à quelque chose d'un peu plus essentiel, comme on dit, réapprendre à fabriquer au lieu d'acheter, et à réparer et transformer au lieu de jeter. Donc, c'était un petit peu ça l'idée, et on a la chance d'être sur un territoire où il y a plein de savoir-faire. On a la chance d'avoir plein d'artisans et artisanes qui apprennent et qui maîtrisent et qui ont envie de transmettre. Et du coup, il y avait vraiment cette idée de créer du lien pour redonner du pouvoir à chacun et chacune. Et donc, pour résumer, Fabricable c'est une mise en relation, c'est-à-dire ce n'est pas vous qui allez apprendre, c'est que vous êtes une mise en relation entre ceux qui ont le besoin et ceux qui ont le savoir-faire. C'est ça, tout à fait. C'est une plateforme sur laquelle vous pouvez trouver des ateliers d'artisanat sur toute la région Rhône-Alpes, avec de la poterie, de la couture, du tournage sur bois, mais aussi effectivement un petit peu plus dans le bâtiment, avec des matériaux un petit peu plus durables. Non pas des artisans qui vont faire, mais qui vont apprendre à faire. C'est ça. Et l'idée, c'est de vous immerger, vous choisissez un créneau, vous immergez dans l'atelier d'un artisan, et vous apprenez, il vous transmet, vous apprenez à faire ou à réparer, et vous repartez avec votre création et des compétences pour refaire à la maison. Mais l'artisanat, c'est immense. Oui. Donc ça va de la fabrication de bijoux, ça peut être de la rénovation, ça peut être de la restauration de meubles, de fauteuils. On a compris qu'il y a aussi cette idée d'économie circulaire, de réutilisation, de moins jeter. C'est aussi ça qui vous... Mais c'est aussi construire sa maison. Tout à fait. Loin. Effectivement, on a aussi tout un volet sur du coup plutôt le bâtiment, parce que le bâtiment, c'est aussi un secteur qui est assez polluant et qui cherche à évoluer et qui est un petit peu plus inaccessible.
possible, effectivement, parce que c'est des compétences qu'on a moins. Alors, encore une fois, l'idée, c'est pas forcément de remplacer les corps de métier d'artisanat en devenant tous manuels demain. Ce serait impossible. Mais l'idée, c'est en tout cas d'avoir une nouvelle approche, un nouveau mindset. C'est ce que disait Guylain. Il y a un peu cette chose qu'on voulait transmettre. On se rend compte quand on se met à faire soi-même ou à réparer un petit peu au quotidien qu'en fait, ça devient un réflexe. C'est-à-dire que quand on a besoin de quelque chose, on se dit ah bah tiens, est-ce que je pourrais pas essayer de le faire ou de réparer quelque chose, et c'est plutôt ça qu'on a envie de transmettre. C'est que surtout ça fait du bien, c'est bon pour la confiance aussi, finalement. On doute de soi et de ses compétences. Complètement, et nous c'est quelque chose qu'on nous dit très souvent au début de stage, c'est mais je pourrais jamais faire ça. Faire de la chaux, faire ma propre bague en argent. C'est dangereux aussi quand même la chaux, ça s'apprend. Enfin, bien sûr, mais du coup c'est des choses qui souvent ça paraît insurmontable, de la distillation, enfin il y a plein de choses où les gens nous disent c'est pas possible, et puis à la fin ils nous disent mais en fait bien accompagné avec les bons outils et du temps bien évidemment et de la persévérance, mais c'est ça, on arrive en fait. à faire des choses. Et peut-être Guylain, est-ce que ce qu'on vous dit c'est que le temps manque? On nous dit souvent que le temps manque, mais c'est vrai qu'on de s'inscrire et de participer à un atelier, c'est bloquer un temps pour ça. Et c'est un temps où on va être pleinement concentré dans la tâche et dans l'apprentissage. Ensuite, après, on laisse nos stagiaires trouver le temps pour le faire. Mais nous, on a un suivi de nos participants. Beaucoup aussi dans le bâtiment, parce que c'est vrai que c'est plus engageant. C'est des stages déjà qui sont plus longs, sur des techniques très spécifiques. Mais on a un suivi. On voit effectivement nos stagiaires qui vont mettre en pratique ce qu'ils ont appris, qui nous envoient des photos de leur chantier, qui nous envoient aussi des questions pour qu'on leur réponde. Donc, il y a ce conseil justement, c'est-à-dire j'aimerais faire ça, qu'est-ce que je dois faire? Parce qu'on ne sait peut-être pas toujours aussi quel artisan correspond à notre besoin. Oui, en fait on essaye de suivre effectivement nos participants, donc de leur apporter des réponses après, sous différentes formes. Alors effectivement il y a là tout simplement un SAV, en tout cas on est là, on est présent, on a un bureau et on a du monde pour répondre à ces questions-là, et puis nos artisans, mais également avec des ressources qu'on apporte à nos clients, donc des petits guides. On a créé un format effectivement papier et numérique avec toutes sortes d'informations qui en général reprennent le contenu du stage et qui va un petit peu plus loin, de manière à parce qu'il y a beaucoup d'informations qui sont venues en stage, donc on va pouvoir garder une trace, continuer à apprendre, réapprendre des choses qu'on a vues et qu'on a pu oublier. Donc il y a la plateforme, ça veut dire qu'il y a d'un côté ceux qui ont un besoin, de l'autre ceux qui candidatent et disent alors moi je peux vous aider. Est-ce qu'on peut s'inscrire quel que soit l'artisanat, et comment est-ce que ça fonctionne? Qu'est-ce qu'on trouve et comment on met ces gens en relation? Il y en a énormément des artisans. Oui, il y a beaucoup d'artisans. Alors nous, c'est vrai qu'on est hyper ouvert à effectivement proposer de nouveaux savoir-faire. Fabriquer sa bague, par exemple. Si vous vous mariez, hop, je vais la faire moi-même, ça aura une valeur plutôt sympa. Oui, un atelier qui marche extrêmement bien. Effectivement, fabriquer ses alliances, c'est extraordinaire. Nous, on aime bien aller sur nos ateliers pour voir aussi les participants et le sentiment de satisfaction qu'il y a après. Et les alliances, c'est quelque chose qui est particulièrement bluffant pour les participants. Jean-Michel, ne regardez pas, ici c'est la fabrication de cosmétiques artisanat, donc des baumes à partir de plantes ou autres. C'est pas grave. Voilà, c'est bien aussi. Il y a de l'espace pour tout le monde. Voilà. Ou alors il y a tout type de cosmétiques aussi. Je crois que vous, Jean-Michel, c'est la haute technologie au service de la technologie. C'est la personnalisation avec Ioma et l'atelier du sourcil pour la beauté du regard. D'accord. Et quant à vous, c'est faire soi-même ce qui est aussi à notre portée. Oui, donc, est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez faire vous-même, là, comme ça, vous dites? En fait, c'est ce que j'étais en train de leur dire, c'est que pour moi, je les regarde comme des extraterrestres. Hein. Moi, je suis quelqu'un qui ne sait même pas mettre un tableau sur un mur. Donc, allez, un stage d'approchage. Je sais très bien cuisiner, donc, mais en fait, c'est vrai, quand elle a parlé de cette... comment dire, un peu se libérer l'esprit, arrêter de débrancher un peu le cerveau. Moi, je le fais en cuisinant, mais il y a beaucoup de mes amis qui font en bricolant, et ça doit être d'une utilité assez intéressante. De toute manière, l'approche, le business model est intéressant. Et puis, fabricable, il y a able. On est tous capables. Exactement. Ça, c'est sûr. Vous allez éditer un livre. D'ailleurs, ça serait sympa pour vous qui nous regardez de leur donner un petit coup de pouce pour que ce livre puisse être bien accompagné et puisse sortir autour de la chaux en particulier. Donc, ces choses qui peuvent nous paraître assez éloignées. C'est un produit qui ne se manipule pas à la légère.
Oui, c'est vrai qu'on a abordé dans ce livre deux matériaux, la chaux et le chanvre, qui sont aujourd'hui utilisés dans l'éco-construction. Donc c'est des techniques c'est des matériaux alternatifs. Certains, le chanvre est dit biosourcé. La chaux est très intéressante par ses capacités, par tout ce qu'elle peut apporter au bâti, à l'environnement. Il y a énormément de propriétés intéressantes dans ces matériaux-là. Alors c'est vrai que ça ne s'adresse pas à tout le monde, ça s'adresse surtout à des personnes qui ont une maison à rénover dans le bâti ancien, donc surtout avec des vieilles pierres ou des briques, mais en tout cas ça représente quand même pas mal de personnes, on s'est rendu compte, et il y a vraiment un vrai besoin à aller chercher des matériaux alternatifs, parce que le ciment et le béton sont pas mal utilisé à défaut sur certaines choses. Il faut faire assez attention, et on est là. Dans le Nord-Isère, il y a le Pisé aussi. Voilà, il y en a beaucoup. On est dans la bonne région, tout à fait. Voilà. On est dans une région déjà bien avancée et sensibilisée. Il y a pas mal de choses. On a aussi beaucoup d'artisans hyper bien formés et qui vont intervenir. C'est génial. Et on est ravis d'apporter notre pierre avec ce livre. Parce que quand même, notre territoire qui est urbain, campagne, montagne, lac, on a vraiment tous les artisanats qui ont dû s'adapter à tous les milieux naturels déjà. Donc il y a cette transmission qui fait partie des gènes sur ce territoire. On est bien d'accord. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. La plateforme sur laquelle on peut vous aider sur le bouquin, c'est... Du coup, c'est Ulule. Donc c'est une campagne de crowdfunding. Et bien évidemment, du coup, vous pouvez acheter le livre en prévente et puis plein d'autres choses en lien avec l'artisanat. Si jamais l'artisanat vous intéresse moins, on a une petite contrepartie pour prendre l'apéritif avec des verres surcyclés en cul de bouteille et une petite planche apéro super sympa. Ça peut toujours plaire aussi. Mais bien sûr que ça peut plaire. Eh bien, merci beaucoup. Très longue vie à Fabricable, vraiment. Merci. Et on espère bien que ces planches apéro, tiens, on va retrouver des planches apéro à la Yetis Cup. Je ne sais pas si vous pouvez aussi vous permettre de lancer ces services de restauration. La Yetis Cup, comme c'est un moment festif, on pourra demander à notre partenaire avec lequel on travaille de lancer, de proposer des planches apéro. Voilà. Ça peut tout à fait s'envisager. Bon, eh bien parfait. C'est un petit peu l'événement de cette fin de mois de juin, du 27 au 30 juin. Cet événement, donc la Yetis Cup, qui est très surprenant. Ça sera la 2e édition. On va en parler avec vous dans un petit instant. Jean-Sébastien Thomas, c'est marqué dessus. Vous êtes le président des Yetis de Grenoble. C'est le club de roller hockey de Grenoble, un club qui joue en élite. C'est un sport en plein développement aujourd'hui. Et cette équipe, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle n'est pas passée loin encore. Alors cette année, elle ne sera pas championne. Non. L'équipe garçon. L'équipe garçon. Voilà, mais les garçons, nous, on va rester sur cet exploit-là. L'équipe garçon sont tombés sur Rethel. Et Rethel, c'est l'ogre du championnat. C'est ça. Ils se sont arrêtés aux portes de la finale puisqu'ils ont été battus en demi-finale. Avant de remporter la première manche, et franchement, Jean-Sébastien, être mené 3-0 et finalement s'imposer, combien ? 6-3, c'est ça ? 6-3, c'est ça. Donc ils ont mis 6-0 à Rethel, ce qui, dans notre sport, c'est un peu comme si Brest venait mettre 3-0 au Real Madrid. Voilà. Au PSG, c'est ça. PSG. Oui, au PSG. Bah oui, voilà, bien sûr. Mais je peux pas le PSG, il y a des choses je peux pas, voilà. C'est ça. Je peux pas. Je veux bien soutenir. Comme beaucoup de Grenoblois parfois. Je veux bien soutenir le sport français, mais j'ai des limites. Mon fils est comme ça aussi. Donc vraiment, chapeau, parce que c'était un super moment dans cette ancienne patinoire Clémenceau, donc qui est désormais une halle, la halle Clémenceau, sur laquelle vous pouvez réaliser vos matchs en élite. Quant aux filles, puisqu'on en parlait, les féminines, elles sont championnes de France, vainqueurs de la Coupe de France et médaillées de bronze européenne, ce qui est exceptionnel. Alors, double vainqueur de la Coupe de France. Oui, l'année dernière et cette année encore, ce qui est exceptionnel. C'est vraiment les représentantes en flèche vraiment du roller hockey européen. Oui, tout à fait. En fait, cette équipe féminine est très jeune puisqu'elle n'a que 3 ans d'existence. Donc en 3 ans, elles ont réussi à construire un vrai palmarès et à vraiment élever le niveau de jeu. Donc ce niveau de jeu profite bien évidemment à l'équipe, mais aussi profite au roller hockey féminin en France. Et c'est important que nous, clubs, on soutienne cette équipe et on essaie de les soutenir
dans la mesure de nos moyens, en essayant de leur accorder le plus de temps possible. Mais aujourd'hui, je fais passer un petit message. On a un petit problème on a un problème de créneau. Si des personnes de la mairie regardent cette émission, on a une demande qui est en cours. Donc j'espère que cette demande de créneau supplémentaire pourra aboutir. Parce qu'effectivement, le hockey féminin, le sport féminin globalement, se doit d'être développé. Il y a énormément d'efforts au niveau de la Ligue. Voilà, tout à fait. Ouais, tout à fait. Il faut vraiment le dire, bien sûr. Et c'est un super sport pour les filles. C'est mixte chez les petits et à un moment donné, c'est un peu comme le hockey sur glace. Hein. C'est ça, exactement. C'est aussi pareil. Alors pour promouvoir aussi le roller hockey, eh bien vous avez déglacé la patinoire Pôle Sud l'année dernière. Donc plus de glace et vous avez donc proposé un immense terrain de jeu avec du monde. Alors c'est finalement, ici on voit un match de gala. Il n'y a pas que ça. Ce sont aussi c'est un tournoi avec donc 44 équipes. 44 équipes qui viennent de toute la France. Du monde entier. Du monde entier. Du monde entier, puisqu'on a cette année, donc on a augmenté les équipes, on a une vingtaine d'équipes en plus par rapport à l'année dernière. Il y en avait déjà beaucoup. Il y en avait déjà beaucoup, on a un jour de compétition en plus. Et cette année, on a des équipes qui sont très internationales. Donc on a une équipe qui vient du Canada, donc c'est les Ducks de Montréal qui seront là pour disputer. Et ils ont des ambitions. Mais c'est immense. Une équipe belge. Et ensuite, on a quelques joueurs quelques joueurs étrangers, mais qui viennent du monde entier et qui sont répartis dans les équipes. Donc, par exemple, on a des Namibiens qui seront présents aussi. On a failli avoir une équipe taïwanaise, mais je pense que l'année prochaine, on pourra compter sur eux. Ça prouve aussi tout l'essor du roller hockey dans le monde. C'est un sport international. On le pratique sur les 5 continents, en fait. Oui. Et alors ici, vous prouvez qu'il n'y a pas besoin de glace. Attention, si vous y allez, mettez pas les anoraks, ça sert à rien, il fait très chaud à ce moment-là, bien sûr. Les filles, on les voit d'ailleurs, hein, les Yetis, votre équipe féminine est en train de jouer ici sur ces images. Donc il y a des garçons, des filles. On a parlé de ces clubs internationaux, il y a aussi des clubs locaux. Oui. Donc on retrouve des clubs d'élite contre la 3e division régionale. C'est ça. L'intérêt de ce tournoi d'avoir plusieurs catégories, c'est que... Sur les 2 surfaces, puisqu'on rappelle qu'il y a aussi la surface, il y a 2 glaces à Pôle Sud, donc il y aura 2 terrains. Les 2 terrains sont de dimensions équivalentes et grâce à la collaboration qu'on peut avoir avec la direction de Pôle Sud, donc Benjamin Agnel et Stéphane Boreau, ce projet a pu voir le jour l'année dernière. Énorme succès. Voilà, effectivement, sur le match de gala, la jauge nous avait été imposée par Pôle Sud, donc 1500 personnes qui sont venues voir du roller hockey dans une boîte de conserve au mois de juillet. C'est ce qu'il faut se dire. Oui. Cette année, l'objectif est quand même plus ambitieux, puisqu'on a eu plus de temps pour préparer l'événement. Donc on essaiera d'avoir 2500 personnes dans la patinoire. Ce match de gala sera complètement géré par les brûleurs de loups. Donc on travaille aussi en collaboration avec d'autres structures de la ville. Ça, c'est celui de l'an dernier. Voilà, donc, on peut dire un match de gala. Il y a juste le capitaine de l'équipe de France de hockey, qui est aussi le capitaine de Grenoble, Sacha Treille, qui est ici dans ces murs. Alex Texier, Alexandre Texier qu'on voit ici. Qui revient cette année. Bien sûr, et qui joue en NHL, donc en Ligue nord-américaine. Voilà. Bien sûr. Mathias Bachelet, qui est aussi en équipe de France. Je ne sais pas s'il sera encore là. Alors, je ne sais pas. Je pense qu'il y a des discussions, mais Nicolas Deschamps, a priori, devrait être là. Des brûleurs de loups, donc des internationaux, qui sont là pour se marrer, mais jouer. Alors, il y a les Yetis quand même en face. Oui. Et les Yetis étaient très heureux d'avoir gagné 5-3 et d'avoir gagné donc contre des joueurs de NHL, ce qui est plutôt pas mal. C'est ça, mais alors je pense qu'ils ont appris de l'année dernière. Et à mon avis, les brûleurs de loups cette année vont connaître la musique, donc déjà seront très certainement un peu plus entraînés. Ils se préparent comme des foules. Un peu plus près. Et je pense que le match de gala risque d'être encore un grand moment. Alors, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de compétition. On est vraiment plus sur un match type All-Star Sport, All-Star Games sport US, où les joueurs font n'importe quoi. À la fin du match, ils sont tous rentrés sur le terrain. Et puis ils ont tous célébré, tous ensemble en fait. Mais donc, ça se regarde quand même, c'est-à-dire ils ne sont pas là aussi pour se marrer, même si ça joue. Il y a des actions où il y a vraiment du jeu, des actions qui sont vraiment construites. Et le but, c'est de montrer le jeu,
de montrer le mélange entre les joueurs issus de la glace et les joueurs purement roller. Et on a des passerelles qui se font avec certains joueurs. Dylan Fabre, qui a été formé localement, qui a été formé à Vars, avant d'arriver à Vars en roller, avant d'arriver ensuite au brûleur en glace et de partir en Finlande. Dylan Fabre, lui, est un très très bel exemple des passerelles qu'on peut avoir dans les deux disciplines en fait. Absolument. Et puis parfois ça sert. Alors il y a des roulettes. On a vu des roulettes tout à l'heure dans Qui veut être mon associé. Ça, ce sont des pros de la lame. On appelle ça les glaceux dans votre jargon. Oui. Et là, Sacha Trey, on a cru qu'il s'était blessé. Alors faut faire gaffe quand même, parce qu'ils ont une grosse saison, les brûleurs de loup, avec la Coupe d'Europe qui arrive. Voilà. Et là, c'est Alex Texier, donc le joueur de NHL, qui lui est tombé dessus et qui lui a pété une lame, pas une lame, mais il n'y a plus de roulette. Une platine, ouais, la platine a cassé. Donc là, effectivement, plusieurs craintes. La première, c'est effectivement l'intégrité physique du joueur, parce que mine de rien, capitaine de l'équipe de France, il vient à se blesser à ce moment-là. C'est ça. Voilà. Surtout qu'à priori, il est au JO encore. Oui. A priori, l'équipe de France sera au JO en 2030 à Milan. En 2026. 2026, oui. Et là, en fait, on avait la deuxième chose, c'est pour notre matériel, puisque le terrain nous appartient. Et là, effectivement, on vient de voir notre partenaire qui est à côté, partenaire équipementier, qui a permis de faire une réparation express en un quart d'heure. Et donc, du coup, Sacha est revenu sur le terrain, a pu reparticiper au jeu. Et tout s'est bien passé. Et tout s'est très bien passé. Sous l'œil bienveillant, bien sûr, de Johan, qui est assis derrière vous. Et je ne sais pas si on a le temps de profiter, Johan, de regarder ces matchs et de rigoler un peu, tellement il y a du boulot. Et le boulot, il est bénévole. C'est ça, du coup, on n'a pas trop le temps. Bien dans le micro, Johan, pardon. Oui. On n'a pas trop le temps de profiter de ce match. Cette année, ça va être différent puisque, comme l'a dit Jean-Sébastien, le match de gala sera organisé par les brûleurs de loups, donc ça va nous délester un petit peu, nous Yetis. Mais pour autant, on a vraiment besoin de bénévoles. Actuellement, on a une 40aine de personnes qui se sont portées volontaires pour nous aider. C'est pas suffisant. Il en manque presque autant, effectivement. C'est du 27 au 30 juin. C'est ça, ça commence le jeudi soir avec une belle animation. On invite tout le monde à venir patiner. Il y aura une petite soirée disco, venir en famille, profiter. Avec des rollers, Avec des rollers, effectivement, roller disco. Du coup, après, les matchs qui vont attaquer le vendredi jusqu'au lundi. Donc, s'il y a des bonnes âmes qui veulent venir un petit peu nous aider, il y a la petite adresse mail qui va bien, bénévole au pluriel @yetis.fr, et le site internet où il y a les liens pour se porter bénévole. Vous serez bien reçus. En plus, vous verrez des stars de NHL. Non, mais vraiment des stars, on peut le dire. Et comme ils sont dans une période qui pour eux est un événement qui est festif, ils sont très accessibles. Donc pour les petits et même les grands, on peut prendre des photos, faire signer des autographes, faire des checks. C'est un grand moment. Soirée disco, ça vous dit ? Toujours. Vous la facette à la patinoire. Vous la facette à la patinoire, et prenez aussi vos tournevis, vous avez vu. Il y avait pas besoin en l'occurrence. Voilà, on ne sait jamais, il y a peut-être toujours besoin. Merci encore, et on a hâte de cet événement. Merci beaucoup et longue vie encore à Fabricable. Jean-Michel Caram, revenez toujours. Une expertise comme la vôtre, je pense qu'elle peut servir à beaucoup de personnes qui pourraient se lancer et qui montrent aussi tout le dynamisme de notre territoire. Absolument. Merci encore. Allez, un grand merci à vous tous pour votre fidélité. Encore une fois, cette émission est en replay sur télégrenoble.net. Allez-y et merci, à très vite. Vous avez profité de Si on parlait avec Gilles Trigna Résidence.